Il y a des phrases qui n'explosent pas au moment où elles sont prononcées. Elles restent suspendues dans l'air, presque anodines, avant de devenir, des mois ou des années plus tard, le cœur d'un vertige collectif. Dans le cas de Michel Blanc et d'Isabelle Mergo, c'est précisément cette impression qui demeure, celle d'une confidence jamais totalement formulée, d'un regard chargé de sous-entendus, d'une complicité si étrange qu'elle a fini par nourrir toutes les interprétations. Ce que le public a toujours aimé chez Isabelle Mergo, c'est son franc-parler, son insolence, sa façon d'entrer dans une pièce comme on entre dans une arène, sans demander la permission, sans polir sa voix ni son tempérament pour rassurer qui que ce soit. Elle avait ce mélange rare de dureté apparente et de fragilité rentrée, cette manière de faire rire tout en laissant deviner, sous la fulgurance du trait d'esprit, une profondeur moins confortable. On ne l'aimait pas malgré ses aspérités. On l'aimait pour elle, ou peut-être à cause d'elle. Michel Blanc, lui, semblait appartenir à une autre famille émotionnelle, plus pudique en apparence, plus intérieur, plus attentif à ce qui se fissure derrière les masques sociaux. Lorsqu'il croisait une personnalité comme celle d'Isabelle Mergo, il ne voyait probablement pas seulement la femme drôle, la dialoguiste brillante ou la réalisatrice singulière. Il voyait peut-être aussi ce que beaucoup refusaient d'admettre, qu'une énergie aussi vive naît souvent d'un combat silencieux. C'est là que le récit bascule, parce que ce que certains ont plus tard appelé le secret terrible ne ressemblait peut-être pas à un scandale au sens vulgaire du terme, pas un crime, pas une révélation sensationnaliste, pas une vérité judiciaire surgie des coulisses. Non, le vrai choc venait peut-être d'ailleurs, de l'idée qu'Isabelle Mergo avait passé une grande partie de sa vie à transformer ses failles en personnages, ses blessures en style, sa solitude en panache, et qu'autour d'elle, beaucoup avaient confondu le spectacle avec la personne. Dans l'univers des célébrités, c'est le malentendu le plus cruel. Plus une femme est drôle, plus on imagine qu'elle souffre moins. Plus elle paraît insolente, plus on suppose qu'elle est invulnérable. Plus elle lance des piques, plus on oublie qu'elle peut aussi saigner. Isabelle Mergo, dans cette version des faits qui hante encore les conversations, n'aurait pas porté un secret monstrueux, au sens où l'entendent les tabloïds. Elle aurait porté quelque chose de plus troublant encore, une fatigue intime, ancienne, profonde, qu'elle recouvrait de mots, de théâtre, de distance, d'ironie et parfois d'une cruauté de façade. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Michel Blanc, beaucoup ont réécouté certaines de ses phrases, relu certains entretiens, revisité certaines apparitions publiques avec un regard neuf, comme si la mort donnait soudain aux mots une densité qu'on ne leur accordait pas de son vivant. C'est souvent ainsi que naissent les légendes, non pas dans les faits eux-mêmes, mais dans la relecture fiévreuse qu'en fait l'opinion lorsque le principal témoin n'est plus là pour préciser, corriger ou démentir. Autour d'Isabelle Mergo, cette mécanique a trouvé un terrain idéal. Son image publique a toujours été traversée par une contradiction fascinante. D'un côté, une femme vive, mordante, capable de se moquer d'elle-même comme des autres. De l'autre, une artiste dont les œuvres, dès qu'on les observe sans le filtre de la comédie, parlent si souvent de manque, d'isolement, de désir maladroit, d'amour entravé, de pudeur blessée. Ce décalage entre la voix publique et la sensibilité profonde est précisément ce qui nourrit, après coup, toutes les hypothèses. Mais quelle pouvait être cette fameuse vérité?
sans doute pas celle qu'on fantasme trop vite. Le mot « secret » attire les imaginations paresseuses. Il fait surgir des images de trahison, de double vie, de dossiers cachés, de révélations inavouables. Or, les vérités les plus lourdes ne prennent pas toujours cette forme. Il existe des secrets sans scandale, des gouffres sans coupable, des failles que personne n'a provoquées et que personne ne sait combler. Peut-être la vérité autour d'Isabelle Mergo était-elle justement de cet ordre-là. Peut-être tenait-elle à une incapacité ancienne, à se laisser rapprocher, à une méfiance devenue seconde nature, à cette posture de défense qu'adoptent ceux qui ont trop tôt compris qu'être aimé expose davantage qu'être craint. Chez certaines personnalités publiques, l'humour n'est pas seulement un talent, c'est une forteresse. Le sarcasme n'est pas une coquetterie, c'est un rempart. La désinvolture n'est pas toujours un style, elle est parfois le nom mondain de la douleur. Si Michel Blanc a réellement perçu quelque chose de plus profond qu'une simple façade chez Mergo, il est possible que ce soit cela. Non pas un fait compromettant, mais un mécanisme intérieur. Une manière de survivre au regard des autres. Une manière d'anticiper le rejet en se rendant elle-même inaccessible. Une manière surtout de garder le contrôle du récit. Car le vrai pouvoir, dans le monde médiatique, n'est pas d'être aimé. C'est d'imposer la version de soi que l'on consent à montrer. Et Isabelle Mergo savait cela mieux que beaucoup. Elle laissait filtrer des éclats, des colères, des audaces, mais jamais assez pour que l'on puisse refermer complètement la main sur elle. Elle se racontait tout en se dérobant. Elle se livrait tout en tenant le gouvernail. C'est précisément ce qui l'a rendue passionnante et parfois insaisissable. Ce que les commentateurs ont pris pour une bombe n'était peut-être qu'un constat terrible. Derrière la femme de scène, derrière l'écriture vive, derrière la liberté affichée, il existait un territoire d'ombre que même les proches n'avaient peut-être pas entièrement traversé. Non par mensonge, par pudeur, par instinct de protection, par impossibilité aussi d'expliquer ce qui ne se formule pas clairement. La vérité alors n'aurait pas été un scoop, elle aurait été un vertige, celui de comprendre qu'une personnalité flamboyante peut construire toute sa légende sur l'art de détourner les questions essentielles, et qu'un jour, lorsqu'il est trop tard, quelqu'un murmure enfin « ce n'était pas de l'arrogance, c'était peut-être de la défense ». Les relations artistiques les plus fortes ne sont pas forcément les plus visibles. Elles ne se disent pas toujours dans de grandes déclarations, encore moins dans les catégories commodes que le public adore. Amitié fusionnelle, rivalité, romance secrète, passion rentrée. Parfois, deux artistes se reconnaissent quand simplement dans un point précis, presque intraduisible. Une manière commune de voir la faille humaine, de la tourner, de l'approcher, de la protéger et de l'exposer à la fois. Entre Michel Blanc et Isabelle Mergo, ce lien semble avoir eu quelque chose de cet ordre. Ils n'étaient pas semblables, et c'est peut-être précisément pour cela qu'ils se comprenaient. Lui portait cette mélancolie ironique, cette façon de faire exister les êtres bancals sans les humilier. Elle avançait avec une énergie plus heurtée, plus frontale, plus offensive, comme si chaque phrase devait ouvrir une brèche avant que le silence ne reprenne ses droits. Deux tempéraments différents, mais une même fascination pour l'inadaptation, la solitude, les maladresses affectives. Quand un acteur accepte un rôle, il arrive qu'il dise davantage « oui » à une vision qu'à un personnage.
On peut imaginer que Michel Blanc, en se rapprochant de l'univers d'Isabelle Mergo, a vu dans son écriture quelque chose qui lui parlait intimement. Des êtres qui peinent à aimer proprement, qui disent de travers ce qu'ils ressentent, qui abîment parfois ce qu'ils désirent, faute de savoir le protéger. Ce ne sont pas des monstres ni des héros, ce sont des gens empêchés, et c'est peut-être cela qui les reliait. Le public, lui, a souvent besoin d'étiquettes, alors il invente. Il comble les silences. Il se demande s'il y avait plus qu'une entente professionnelle, plus qu'un respect mutuel, plus qu'un compagnonnage de cinéma et de théâtre. Mais la vérité d'un lien n'est pas toujours plus spectaculaire quand on la grossit. Elle est parfois plus forte quand elle reste indécidable. Il existe des relations qui ne gagnent rien à être rebaptisées, des fidélités qui ne relèvent ni de l'amour romantique ni de la simple camaraderie, des affinités si profondes qu'elles deviennent presque une langue privée. C'est sans doute ce qui nourrit aujourd'hui encore cette impression troublante. Michel Blanc semblait lire chez Isabelle Mergo ce que d'autres ne faisaient qu'effleurer. Pas forcément parce qu'il savait davantage de choses, mais peut-être parce qu'il savait mieux regarder. Ce n'est pas la même chose. Savoir suppose des informations, voir suppose une sensibilité. Or les artistes, entre eux, se perçoivent souvent là où le reste du monde ne capte qu'une silhouette. Avec le recul, tout semble prendre sens. Un sourire plus bref, une phrase plus sèche, une absence à un moment attendu, un refus d'en dire davantage, une saillie d'humour tombée comme un couperet, ce qui, sur le moment, passait pour une humeur, une excentricité ou une singularité de caractère, devient soudain matière à interprétation. C'est la cruauté des rétrospectives. Elle transforme les détails en indices et les silences en preuves. Autour d'Isabelle Mergo, ces signes supposés n'ont jamais manqué. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont ils ont toujours été absorbés par son image publique. Parce qu'elle parlait fort, on lui pardonnait ses retraits. Parce qu'elle savait faire rire, on négligeait ce qu'il y avait peut-être d'inquiétant dans certaines ruptures de ton. Parce qu'elle donnait l'impression de ne dépendre de personne, on oubliait de se demander ce qu'un tel détachement pouvait parfois coûter. Les personnalités médiatiques paient souvent leur propre légende. Quand une femme est perçue comme libre, on ne lui accorde plus le droit d'être vulnérable. Quand elle semble puissante, on ne lit plus ses fatigues. Quand elle se montre imprévisible, on range tout ce qu'on ne comprend pas dans la case du tempérament. Et pourtant, il arrive qu'une attitude devienne un langage codé, qu'une brusquerie soit un appel camouflé, qu'un éclat d'esprit soit la couverture parfaite d'un épuisement intérieur. C'est là que les amateurs d'histoires troubles commencent à construire leur puzzle. Ils se rappellent une interview dans laquelle elle déviait soudain une question trop intime, une autre où elle choisissait la provocation plutôt que la confidence, une autre encore où le rire semblait arriver une seconde trop tard. Ce sont des détails, peut-être rien, peut-être tout, mais dans l'imaginaire collectif, les détails adorent prendre la forme de présages. Il faut aussi reconnaître qu'Isabelle Mergo cultivait, consciemment ou non, cette part d'inaccessibilité. Elle n'était pas de celles qui se laissent disséquer avec docilité. Elle gardait de l'angle, de la résistance, une forme de souveraineté nerveuse. Cela déstabilise toujours. Le public aime les célébrités qui donnent l'impression d'être transparentes. Il supporte mal celles qui contrôlent trop bien ce qu'elles laissent passer. Alors il soupçonne. Il invente des tiroirs cachés. Il remplace l'énigme par la rumeur.
Le plus troublant est peut-être ailleurs. Ce que beaucoup ont pris pour des anomalies n'étaient peut-être que les traces d'une construction patiente, celle d'une femme qui, très tôt, a compris qu'il fallait choisir entre se raconter naïvement ou se protéger intelligemment. Elle a choisi la seconde voie. Et à force, cette protection a fini par devenir une esthétique, puis une signature, puis un mur. Lorsqu'un homme meurt, surtout un homme aussi aimé, aussi identifié à une certaine pudeur que Michel Blanc, la tentation est grande de transformer la moindre réserve en message codé. Un regard appuyé devient un aveu. Une phrase elliptique devient une mise en garde. Une tendresse inhabituelle devient la preuve qu'il savait quelque chose. C'est humain. La mort dramatise tout. Elle donne du relief au silence, du poids aux hésitations, de la profondeur aux demi-mots. Mais imaginons un instant que Michel Blanc ait vraiment voulu transmettre quelque chose au sujet d'Isabelle Mergo. Qu'aurait-il cherché à dire? Certainement pas ce que les marchandes de frissons espèrent. Il ne s'agirait pas d'un dossier noir, d'une chute spectaculaire, d'une révélation propre à détruire une réputation. Cela ne lui ressemblerait pas. En revanche, il est plus facile de croire qu'il ait voulu rappeler au public une chose essentielle, la part invisible des êtres. Il arrive que les artistes, entre eux, pressentent ce que les autres ne voient pas. Non pas parce qu'ils se confient à tout, mais parce qu'ils partagent la fatigue de devoir se produire. Le métier du spectacle épuise d'une manière particulière. Il oblige à convertir la sensibilité en performance, le trouble en matériaux, le manque en énergie. Certains y survivent par la discipline, d'autres par le retrait, d'autres encore par la blague permanente. Or Michel Blanc savait peut-être que chez Isabelle Mergo, cette énergie n'était pas inépuisable, que derrière la parole libre se cachait que derrière la brusquerie vivait peut-être un besoin d'être épargné. Si avertissement il y eut, il portait sans doute sur cela. Attention à ce que vous faites des personnalités que vous croyez connaître. Attention à votre façon de les réduire à un personnage. Attention à l'usage public des femmes qui amusent, dérangent, choquent, séduisent et refusent de la docilité. Car le public adore les figures fortes, mais il les traite souvent comme si leur force abolissait leur droit au vacillement. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette idée. Ce qui aurait été transmis n'est pas une information, mais une responsabilité. Non pas « regardez ce qu'elle cachait », mais « regardez ce que vous n'avez jamais pris le temps de voir ». La nuance est immense. Dans le premier cas, on nourrit la curiosité malsaine. Dans le second, on demande une forme de justice intime. Isabelle Mergo réunissait tous les ingrédients d'une figure intensément commentée. Elle était drôle sans être aimable au sens conventionnel, sensible sans s'offrir facilement, populaire sans devenir consensuelle, connue sans être entièrement capturable. Pour la presse, ce type de profil est une bénédiction ambiguë. On ne sait jamais tout à fait quoi c'est s'écrire, moi c'est écrire. Alors on multiplie les suppositions. Plus la personne contrôle son accès, plus les imaginations se déchaînent. Il y avait aussi le paradoxe de ses œuvres. Elle parlait souvent de sentiments, de manque, de rapports déséquilibrés, de désir de réparation. Mais leur autrice, elle, préférait la vitesse, l'humour, le décalage, comme si l'émotion ne pouvait atteindre le public qu'à condition de passer déguisée. Cette contradiction fascinait. Elle la rendait proche et inaccessible à la fois. Et c'est dans cet entre-deux
que les récits parasites prospèrent le mieux. Les rumeurs jouent un rôle cruel. Elles prétendent compléter une personne, alors qu'elles la réduisent. Elles transforment une complexité réelle en énigme grossière. Elles remplacent que les contradictions vivantes par un scénario unique, plus rentable, plus brutal, plus simple à vendre. Au fond, on ne reproche pas à une célébrité d'avoir des zones d'ombre. On lui reproche de ne pas les rendre immédiatement exploitables. Isabelle Mergo, par son tempérament et sa manière de tenir le cadre, a sans doute involontairement décuplé ce phénomène. Chaque silence prenait de la valeur. Chaque réserve passait pour une cachette. Chaque refus devenait, dans l'imaginaire collectif, la preuve qu'il y avait autre chose. Mais autre chose ne signifie pas forcément scandale. Parfois, cela signifie seulement une vie intérieure qui n'appartient à personne. Mais le rôle de l'écriture, lorsqu'elle veut toucher juste, n'est pas d'aggraver artificiellement le mystère. C'est de reconnaître ce qu'il contient de profondément humain. Peut-être que le véritable drame d'Isabelle Mergo n'était pas d'avoir gardé un secret, mais d'avoir été entourée d'un monde qui exigeait toujours davantage de lisibilité qu'un être humain ne peut en offrir. Peut-être que Michel Blanc, par sa sensibilité propre, avait perçu ce décalage. Peut-être que ceux qui l'ont ensuite raconté ont transformé une intuition en révélation, puis la révélation en mythe. Alors oui, il est possible que tout ait été grossi, pas inventé de toutes pièces, mais étiré, gonflé, théâtralisé jusqu'à changer de nature. Une phrase prudente devient un aveu. Un constat affectueux devient un scandale. Une nuance devient un fracas. C'est la loi des récits posthumes. Ils prennent le deuil comme carburant et la curiosité comme moteur. Au bout du compte, le plus bouleversant n'est peut-être pas de savoir s'il y avait un secret. C'est de comprendre pourquoi nous avons tellement besoin qu'il y en ait un. Pourquoi une femme complexe, talentueuse, drôle, blessante parfois, touchante souvent, ne nous suffit pas telle qu'elle est. Pourquoi il faut qu'encore lui ajouter un gouffre spectaculaire pour avoir l'impression de la tenir enfin? Et si la conclusion la plus honnête était aussi la plus inconfortable? Michel Blanc n'a peut-être pas révélé une horreur. Il a peut-être, au contraire, laissé entrevoir une vérité plus subtile. Isabelle Mergo n'était pas un scandale à déchiffrer, mais une personnalité à respecter dans sa part d'ombre, de force, de pudeur et de contradiction. C'est moins vendeur, mais c'est peut-être justement ce qui s'approche le plus de la vérité. Repère factuel public utilisé pour cette version. Michel Blanc est mort en octobre 2024. Isabelle Mergo est annoncée morte le 20 mars 2026. Leur collaboration la plus marquante reste. Je vous trouve très beau, film écrit et réalisé par Mergo avec Michel Blanc, et des articles récents indiquent qu'il l'aurait encouragée à passer elle-même à la réalisation.